La critique se poursuit, je suis en compagnie de Théo Ribeton, critique aux Inrocks et de Christophe Comte, critique et auteur. Nous parlons de musique, dans quelques instants Queen of the Meadow et Squid, mais tout de suite Jorja Smith. Alors qui est Jorja Smith? Elle est née en 1997 en Angleterre, père musicien, formée au classique, baignée dans la soul. Elle commence par reprendre des titres, puis chante ses propres chansons. Après un premier album en 2018 vient de paraître un EP, mini-album donc, intitulé Be Right Back. Je reviens tout de suite, on écoute Gone. Time spent, can't afford, minute less, I mean it more. No, who's not around to share and now they go around with me. Long ago, where'd they go? No one knows. Tell me what to do when the ones you love have gone missing. My God, I lost you at the corner. On God, I lost you in the moment. Why now and not till it's too later? Tell me how the world seems to get along without you, yeah. Tell me how to keep my world moving on without you, How can my world be much better off without you? You're on the inside looking out. When it took a life and they can't get back home. Mom stays crying for the both of them, holding on to pictures cause she can't hold either you, either you. My God, you took him at the corner. On God, you lost it in the moment. What now? You've caught yourself a case, and maybe the world would be much better off without you. Both of these lies would have carried on without you. Maybe the world would be much better off without you. What about the other life? Would it be a better life? You say was hoping for a better life than this. I don't wanna wish a life away. What about the other life? Would it be a better life? You say was hoping for a better life than this. I don't wanna wish a life away. By God, I lost you at the corner. On God, you lost it in the moment. Why now and not till it's too later? Tell me how the world seems to get along without you. Tell me how to keep my world moving on without you. How can my world be much better off without you? Jorja Smith, moi je l'avais personnellement découverte avec des titres un peu accrocheurs, un peu dansants. J'étais assez surprise par la tonalité de cet album. Christophe Comte. Surpris, oui et non, parce que déjà sur son premier album, Lost and Found, il y avait quand même des titres comme ça assez mélancoliques. D'ailleurs, celui qui l'a révélé, Blue Light, c'était vraiment un titre un peu en cette tonalité-là, mais qui avait quand même pour avantage d'être beaucoup plus accrocheur. Là, c'est vrai qu'on est sur un entre-deux, parce que déjà, le titre le dit bien, je reviens tout de suite. En gros, c'est pas un album complet, donc je vous balance. En plus, les titres sont tous des mots, un peu comme des mots-clés. On a l'impression que c'est des titres de travail, que tout ça n'est pas complètement abouti, qu'il n'y a pas une volonté de faire un album en tant que tel, ce qui est le cas. Moi, j'étais un petit peu surpris parce que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a rien fait. Et dans ce domaine-là, c'est vrai que quand on est absent pendant 3-4 ans et qu'on fait juste des featuring un peu à droite à gauche et des trucs un peu ringards et tout ça, quand on revient, on est tout de suite... Et là, comme elle revient à moitié... C'est un peu étrange, je trouve, parce que c'est une fille qui avait un potentiel et puis autour d'elle quand même une effervescence qui pouvait laisser à penser qu'elle allait enchaîner tout de suite et devenir une grande
pas star, parce que je pense qu'il y a toujours un problème avec les Anglaises, c'est qu'elles n'ont pas ce côté des Américaines. Moi, je l'ai rencontrée, Georgia Smith, sur son premier album. C'était une fille en jogging, pas du tout apprêtée, très sympathique, en même temps qu'elle n'avait un peu rien à foutre. Et il y avait ce côté qu'ont souvent les chanteuses anglaises, c'est que si derrière, il n'y a pas une grosse machine qui se met en route, très vite, ça devient la bonne copine qui fait de la musique. Et là, c'est un peu le disque qu'on écoute, quoi. C'est quelque chose qui est... Ça parle un peu de ses petits problèmes de burn-out, de machin, de mecs qui sont pas sympas. Enfin, ça va pas chercher très loin. Et musicalement, il y a plusieurs tonalités qui laissent à penser que tout ça est quand même un petit peu des essais, hein, des esquisses. Il y a des morceaux à la guitare, il y a des morceaux un peu plus produits, mais ça reste assez modeste comme enveloppe. C'est pas le disque, évidemment, qui va la remettre en lumière. Je trouve que c'est vraiment pour les fans, pour attendre, pour espérer éventuellement qu'elle fasse quelque chose d'un peu plus consistant, ce qui est normalement prévu l'année prochaine. Je me suis demandé si c'était pas, à l'inverse, une sorte de geste inaugural de refus, précisément de la figure, de la posture de pop star, ce avec quoi elle joue d'ailleurs aussi beaucoup dans ses clips, et donc voilà, en fait, c'est ça que je fais. Enfin, je me suis vraiment posé la question. Théorie Beton. Si c'est ça, c'est un refus qui est un petit peu trop confortable pour elle. C'est-à-dire qu'effectivement, l'album, il est très égal. Il n'y a pas vraiment un morceau saillant. Il n'y a pas vraiment un morceau en dessous non plus. C'est une grande coulée onctueuse comme ça, mais il est un peu comme Georgia Smith elle-même, ou comme elle a l'air d'être, quoi. C'est-à-dire dans une stase de cool et de sensualité, mais qui effectivement est un petit peu confortable. Moi, Georgia Smith, je trouve que c'est quand même une des plus grandes voix qui est apparue ces 4-5 dernières années, avec peut-être Billie Eilish ou j'en sais rien, mais c'est quand même dans le paysage de la pop mondiale, de manière très générale quand j'emploie le mot pop. C'est une grande voix, mais je trouve qu'elle est justement là, elle ajoute pas, elle se jette pas à l'eau avec cette voix. Elle fait un peu usage de sa quasi-perfection vocale, mais il y a un peu un excès de perfection. C'est étonnant que j'arrive pas à jamais peut-être totalement plonger dans ce qu'elle fait, parce que j'ai passé mon adolescence à écouter des gens qui font partie sûrement de son panthéon personnel et qu'elle aime bien imiter, Lauryn Hill, Amy Winehouse, je pense un peu à Erykah Badu aussi. Chez Georgia Smith, il y a quelque chose de tellement impeccablement chevrotant juste quand il faut, gras quand il faut, aérien quand il faut, traînant mais pas trop, avec la pointe d'accent anglais. Enfin, c'est tellement un idéal organique que paradoxalement j'ai l'impression que c'est généré par un ordinateur, en fait. Il y a un mot, un ordinateur du futur, genre Blade Runner, quoi, mais quand même il y a un moment où il me manque comme ça quelque chose de saillant, d'organique, de relief. Je cherche la petite bête, hein, c'est très beau, mais quand même je crois que c'est la raison pour laquelle je suis pas aussi envoûté que je devrais l'être quand je l'écoute. Elle souffre peut-être justement de la beauté de sa voix. Ça a l'air très facile pour elle de chanter de plein de manières différentes. C'est étonnant ce que vous dites, parce que moi je l'ai aussi découverte dans là pour le coup c'était une sorte de clip, un live, je crois que c'était de Radio Nova, où elle reprenait No Scrubs, qui est un classique du R&B des années 90, et donc de manière acoustique, juste guitare, avec une facilité dans le live, dans le direct, qui était quand même assez saisissante. Et bon, elle se laisse un peu aller dans cette voie-là, Christophe Comte. Oui, c'est évident qu'elle se laisse, qu'elle prend aucun risque musicalement. C'est quand même, quand on voit le niveau, alors c'est un autre genre, mais du niveau des rappeuses anglaises, notamment en termes de créativité, ce qui est quand même largement au-dessus du reste de la production mondiale, je trouve. En tout cas, dans l'implication de ce que ça amène musicalement. Là, on est vraiment dans un registre de la variété pop très lisse, très belle, hein. Il y a pas mais c'est absolument pas audacieux. Et donc du coup, on a l'impression très très vite que elle-même n'y croit pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de volonté. Alors moi, ça m'avait vraiment choqué, parce que quand j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier album, et quand je l'avais vu sur scène avec des musiciens qui ressemblaient à des musiciens de baloche, hein, c'était à Willow Green, mais on avait l'impression de voir une chanteuse soul ringarde, de voir de jazzy soul des années 80. C'était abominable. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Cette fille n'a pas l'entourage qu'elle mérite. C'est-à-dire que arriver sur scène avec une proposition aussi décalée par rapport à son disque, déjà, il y avait un souci. Et puis depuis, tout ce qu'elle a fait, ce morceau de jazz là dans la BO de... Black Panther ?
Non, c'était dans The Eddie, dans la série. Là, regarde, là. La série sur le jazz. Ouais, elle faisait vraiment tapisserie, ce genre de truc. Elle avait fait une reprise de Rose Rouge de Saint-Germain. Tout ça, c'est très amidonné. Enfin, on a l'impression qu'elle n'a pas de plan de carrière, ce qui est parfois sympathique, mais que du coup, elle s'ennuie un peu, et du coup, ce qu'elle produit est un petit peu ennuyeux, même si c'est très chatoyant. Moi, j'étais agréablement... j'étais content de retrouver sa voix, mais ça n'apporte pas grand-chose, quoi. J'ai l'impression, on va écouter un tout petit extrait, un autre, qui a un petit peu de relief, quand justement elle est que avec de la guitare et qu'elle joue un peu de ses origines, disons, caribéennes. Il y a quelque chose peut-être de plus authentique. On écoute. Come and roll your weed, you can teach me out. You could ride this wave, I can show you now. I'm right here and I might be a real girl. I'll take you on a trip, I'll take you out this world. No, I'm not here to hug you, I'm just for the night. No, I'm not here to love you, I'm not here to fight. Don't wanna be blamed for any drama. Don't wanna be here just to pick up all this karma. So I'm allowed to love you if I wanted to. I can't be asked to trust, so why should I ever need to? It's mutual, if you want it, then I'm here for you. If you need it, I probably need it too. So Théorie Beton, on la rattrape un peu là, Georgia Smith. Effectivement, moi c'est un des 2-3 morceaux qui m'ont un peu accroché, mais franchement j'ai écouté l'album plusieurs fois pour écouter l'émission et j'ai jamais été réécouter des morceaux individuellement derrière, donc quand même si c'est ça le meilleur morceau de l'album, c'est qu'effectivement il y a un petit problème de platitude. Je pense qu'on peut dire en fait ce qu'on dit, vous savez, dans les conseils de classe, quand il y a des bons élèves qui se reposent sur leur laurier, tu vois, des capacités mal exploitées, voilà, et qu'on essaye de les pousser parce qu'ils pourraient avoir une moyenne de 18 et ils ont 13. Bon, c'est un peu Georgia Smith actuellement. Voilà, elle est effectivement dans un ventre mou, mais c'est aussi l'album est raconté. Il y a un peu un récit sur les morceaux du confinement, etc. Non, c'est pas de la bedroom pop. Non, c'est clairement les chutes de l'album qui vient. Donc ça sera complètement effacé par l'album suivant, qui peut-être serait éclatant. Donc on attend ça. On attend. Be Right Back de Georgia Smith. Allez, au boulot, Georgia. France Culture. La critique, Lucille Como. C'est l'heure d'un coup de cœur de Christophe Comte pour un album dont la pochette en noir et blanc me fait flipper, mais vraiment, depuis plusieurs jours. D'ailleurs, je ne l'écoute pas parce qu'il me fait peur. Ouais. Voilà, noir et blanc, une figure fantomatique. Survival of the Unfittest de Queen of the Meadow. C'est en anglais, mais c'est français, Christophe. Alors, oui, plus ou moins, parce que c'est Reine de la Prairie. Hélène Ferguson, c'est une Américaine, non pas à Paris, mais à Bordeaux. Donc, voilà. Elle habite à Bordeaux. Elle a fait équipe il y a quelques années, il y a 5 ans, avec Julien Pras, qui est un garçon qu'on aime beaucoup. Enfin, quand on le connaît, on l'adore, qui a joué dans plusieurs groupes et qui a fait des albums solo très beaux également. Et ensemble, donc, ils ont fait ce projet qui s'appelle Queen of the Meadow. Et c'est déjà leur 3e album. Donc, en 5 ans, c'est plutôt pas mal. Alors, pour faire simple, on va dire que c'est du folk, mais alors aujourd'hui, ça ne veut rien dire, parce que c'est comme la pop, c'est des mots... Oh là, c'est quand même du folk. Hein. Oui, mais alors c'est du folk habité quand même, c'est du folk magique. Il se passe des choses, comme sur la pochette, il y a des apparitions. C'est assez cosmique par moments. Moi, ça me fait penser à des chanteuses que j'adore, qui sont Linda Perrax ou Judy Seal, toutes ces chanteuses comme ça, qui étaient dans le folk, mais déjà ailleurs. Et il y a vraiment ça sur ce disque que je trouve vraiment somptueux. Moi, je n'avais pas tellement suivi leur parcours avant, et celui-là, moi je conseille à tout le monde de l'écouter dans la nuit. Il y a des apparitions, c'est extrêmement bien chanté, j'adore, je trouve qu'elle a une voix là pour le coup, là elle se laisse pas emballer par la beauté de sa voix, elle la travaille, et il y a des morceaux très très différents sur l'album. Donc celui-là, c'est celui qui ouvre l'album, il est assez symptomatique et représentatif de... Symptomatique, je retiens ce mot. Symptomatique, oui, ça fait un peu médical, oui. Mais en tout cas, non, plutôt représentatif, on va dire, de ce disque que je vous conseille et qui est sorti aujourd'hui même. On écoute tout de suite Smother. Ooh.
Survival of the Unfittest de Queen of the Meadow est sorti donc aujourd'hui chez Only Lovers Records. France Culture, la critique, Lucille Como. Concluons cette critique avec le premier disque d'un groupe britannique, Squid, ça veut dire calamar. Ça a l'air rigolo, mais le disque est vraiment tout sauf une blague. C'est un opus fourni de longues plages musicales hétérogènes qui versent dans le rock, le punk, le post-punk, le free jazz et j'en passe. Bright Greenfield, il s'appelle, mais de verdoyant, il faut quand même dire qu'il y a peu. Squid est un groupe de 5 jeunes Anglais venus de Brighton, posés à Londres, férus de jazz au départ, nourris de considérations sur leur environnement. On écoute tout de suite GSK. GSK comme GlaxoSmithKline, le grand groupe pharmaceutique. Théo Ribeton. Eh ben alors moi je vais avouer que j'ai complètement découvert. J'étais passé à côté de leur première maquette sortie en 2017. Je crois il y a eu un peu de temps. Il y a un petit peu de temps, oui. C'est ça, j'ai révisé quand même. Mais donc c'est une vraie plutôt super découverte. Pardon, c'était pas très français. J'ai d'abord envie de dire que d'une certaine manière, on en a pour son argent. Enfin, je trouve que c'est un album extrêmement dense, extrêmement mouvementé, dont on sort vraiment rassasié. Il y a plusieurs morceaux qui sont très longs, et quand les morceaux sont longs, c'est pas parce qu'ils sont artificiellement étirés, c'est parce que c'est un peu du grand spectacle, quoi. Et donc ça c'est quand même très agréable, quoi, d'entrer dans un album qui assume ses ambitions, qui assume l'orchestre, une forme de psychédélisme, de fantasmagorie. On entre dedans comme dans un grand palais bizarre et délabré.
peut-être pas tout à fait assez délabré justement, mais je peux y revenir. Et voilà, on est tout de suite assez saisi par la dimension du son. Après, pour moi, ça reste du coup un voyage de part et d'autre de la frontière de l'acceptable en matière de ce que je pourrais un peu égoïstement appeler le bon goût. Je pense que les musiciens se posent peut-être pas trop la question du bon goût, c'est pas des dandys ou des élégants. Ni celle du mauvais goût parce que c'est pas un truc de kitsch provoquant, mais voilà, ils tentent tellement de choses que je me dis quand même à intervalles réguliers, ça peut-être pas, voilà, sur des reverbs sur des cuivres, sur des nappes de synthé, des machins, mais voilà, c'est quand même grand. Et avec des petits errements, mais j'ai quand même été assez très séduit par ça. Ce qu'on entendait là, c'est le morceau je crois pas que ça le représente le mieux d'ailleurs. Moi, oui, non, c'est vrai, mais c'est le plus radio éditable. Ouais. Donc, j'ai vraiment pas narrator, les 8 minutes de narrator. Ouais. Voilà, elles sont très très longues les pistes, mais en effet pas forcément le plus représentatif, mais difficile, comme vous venez de le dire, de trouver représentatif dans cette masse très touffue. Christophe Comte. Alors Squid, oui, fait partie de cette nouvelle, alors, tout est toujours nouveau, mais enfin d'une scène qui émerge depuis quelques années, quelques mois. Là, il y a eu 3 albums à la suite, c'est-à-dire les Black Country New Road, Squid et Black Midi. Ce sont des groupes qui ont à peu près le même âge, qui ont évolué au même endroit à Londres, avec un producteur un peu gourou qui s'appelle Dan Carey, qui a un peu façonné tous ces jeunes, parce qu'ils sont extrêmement jeunes, et ils ont une culture musicale qui est quand même assez hallucinante, et qui va à l'encontre de tout ce qu'on a entendu depuis des décennies des jeunes Anglais, qui étaient tous biberonnés aux Beatles par leurs parents, ou aux Stone Roses, enfin cette tradition anglaise classique. Là, on est dans un domaine totalement différent. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de tube. Et pourtant, c'est un groupe qui a quand même eu un buzz assez énorme depuis quelques années, quelques mois en tout cas. On attendait beaucoup ce disque parce que justement, il y avait une promesse vraiment dithyrambique autour d'eux, parce que leurs concerts, pour le coup, contrairement à George Smith, avant leurs concerts ont vraiment marqué les esprits à Glastonbury, à Paris aussi. Vous les avez vus, vous ? Moi, je ne les ai pas vus, non. Mais alors, j'en ai entendu. Je les ai vus indirectement, je les ai vus en vidéo. Mais bon, toute cette scène-là, les Black Country New Road, c'est pareil, c'est des jeunes, on a l'impression de voir Belle and Sebastian, une petite fanfare. Moi, je les ai vus en concert, c'est un truc de dingue. Et ils jouent, en plus, ils ont des racines musicales qui n'avaient absolument pas cours en Angleterre pendant des années, qui étaient notamment le free jazz, ou le jazz en tout cas. Ils ont tous eu une formation, enfin pour certains dans chaque groupe, il y en a au moins un qui a eu une formation soit de direction d'orchestre, soit dans un groupe de free jazz ou de jazz, soit dans la musique contemporaine expérimentale. Enfin, il y a énormément de propositions cumulées. C'est un peu ce que disait Théo, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que ça part dans tous les sens et qu'il n'y a pas de fil rouge. La particularité de Squid, c'est qu'ils ont un batteur qui chante, ce qui est quand même... voilà. Alors, tout le monde dit Phil Collins, mais non, il y a aussi Robert Wyatt, il y a aussi des gens comme ça. Et ça donne, je trouve, une puissance, parce que c'est un groupe qui est quand même structuré autour de la rythmique et de la voix. La voix, quand même, est hallucinante. Pour le coup, ça fait cohérence. Voilà, et il y a chez lui, alors qu'ils sont 5, il y a, je pense, cette force motrice qui fait que les morceaux ont cette puissance-là. Après, autour, il se passe énormément de choses, et moi, je trouve que c'est un disque qui a, pour un premier album, qui est assez puissant et dont on ne ressort pas indemne, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Enfin, ça ne laisse pas du tout indifférent. Théo Ribeton, ça vous raconte quelque chose ou oui, non, mais bien plein sûr, de choses complètement différentes les unes des autres? Non, mais effectivement, je suis d'accord que Christophe vient vraiment de dire les deux choses, les deux points entre lesquels j'oscille. Parce qu'effectivement, ils sont extrêmement formés et extrêmement cultivés, et ça se sent. Et moi, j'ai l'impression que les choses qui vont me déranger des fois dans l'album se rattachent beaucoup à leur technicité. Il y a un côté entre le mat rock et le jazz de conservatoire qui va... Alors là, par exemple, ce seraient les trombones, oui, ou alors ces espèces de superpositions de motifs rythmiques en guitare, en son clair, qui peuvent
qui peuvent faire penser un peu aux Battles, même si les Battles ça n'a rien à voir, mais ça m'y a fait penser dans ces motifs-là. Et donc là, je les sens un peu en train de se regarder, je peux une musique que seuls eux peuvent jouer, ça va me déranger un petit peu. Et en même temps, effectivement, il y a un truc formidable qui pour moi fait l'album, mais c'est la voix de ce type. Enfin, et effectivement, le fait que ce soit aussi le batteur, ce qui met une position un peu singulière, donc qui s'appelle Holly Judge. Et qui a un super nom en plus, et on sent que c'est lui qui emmène vraiment tout le monde dans sa folie, dans sa théâtralité, qui est à la fois très drôle et en même temps qui porte un vrai truc viscéral, et où là effectivement c'est le David Byrne des Talking Heads, auquel on les a un petit peu comparés, j'ai un peu entendu. Moi je pense aussi à Les Claypool de Primus qui me dans cette manière-là ce personnage-là qui passe par la voix, et lui, c'est lui le fil rouge, lui il porte un truc qui est vraiment formidable, je trouve. Oui, et puis un discours, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'une cohérence narrative aussi dans les paroles, Christophe Comte. Oui, alors ils ont beaucoup tourné autour de l'idée de la dystopie qui relie à une forme, que c'est pas pour eux que du fantasme, c'est aussi en observant l'architecture. Il y a notamment ce morceau là, qu'on a écouté, qui est le bâtiment de cette entreprise tentaculaire, justement. GlaxoSmithKline. Se situe entre Londres et Bristol, où habite Holly Judge maintenant. Il est à Bristol. Et c'est en regardant ce bâtiment qu'il s'est rendu compte que l'utopie qui avait été justement la modernité, les autorités, tout ça, c'était transformé avec ces bâtiments énormes, un peu inquiétants, en une forme de dystopie. Alors, ils ont beaucoup de réflexions autour de l'architecture des villes, mais Holly Judge le raconte de manière assez rigolote et assez touchante. C'est qu'il dit, moi, j'ai grandi dans une ferme, j'ai grandi dans un endroit où il y avait 3 moutons. Et c'est vrai qu'après, me retrouver dans une cité, c'était à la fois l'excitation énorme et puis en même temps l'oppression, se sentir aujourd'hui, en plus, dans cette situation-là qui a été celle des derniers mois, en plus avec ce laboratoire qui a raté le vaccin, parce que c'est celui-là qui parmi d'autres, avec Sanofi. Mais il y a ce ça y est, Sanofi, ils arrivent là. Il y a ce truc-là quand même dans leur démarche, je trouve, qui est assez original aussi. C'est-à-dire que réfléchir sur les territoires, sur la manière dont et leur clip est absolument extraordinaire. Le clip de Narrator, il est incroyable. C'est où on voit ce groupe jouer et puis tout d'un coup tout ce décor qui change. Enfin, c'est très. Enfin, je trouve qu'il y a une cohérence, il y a une vraie force dans leur. C'est pas des intellos, ils sont marrants, c'est vraiment des gamins. Mais ils ont quand même, je trouve, une vision qui est vraiment, qui se détache du lot, et ça vaut pour toute cette scène-là. Les Black Country New Road, c'est pareil, c'est des mecs, c'est des musiciens qui ont à la fois digérer toute l'histoire de la musique quasiment, mais qui en plus ont un discours moderniste qui est assez puissant, je trouve que il faut se pencher dessus. C'est pas feel good, c'est pas le truc qu'on écoute comme ça à l'apéro, mais c'est un disque je trouve très non, mais ça tient en alerte. Du coup, de ce point de vue, il y a une vraie volonté politique qui passe par la forme et par la continuité des morceaux de Théorie Breton. Non, que dire de plus, moi, effectivement, j'aime. Il y a des morceaux qu'on n'a pas pu écouter puisqu'on n'a pas l'album dure 54 minutes et qui, je trouve, sont un peu avec un son un peu plus en l'air, un peu de guingois, et où là, voilà, les petits problèmes que je vais avoir avec leur côté tête d'ampoule de conservatoire, parce qu'il y a un truc un peu comme ça chez eux, vont un peu se volatiliser. Je pense à Documentary Filmmaker, qui est un morceau que je trouve vraiment super. Et non, juste, quand on parlait de Georgia Smith, je disais effectivement, j'ai écouté l'album plusieurs fois pour préparer l'émission, et en même temps, j'y suis pas revenu. Là, c'est un album sur lequel j'ai pas arrêté de revenir, et surtout, effectivement, de checker quand est-ce qu'il pouvait passer en concert. Et il y a une date qui est prévue à Paris en octobre au Trabendo. Ça montre quand même qu'il y a un désir qui est pas le même. L'album s'appelle Bright Greenfield et le groupe Squid, il a paru chez Warp.
La critique, c'est fini pour aujourd'hui, ça continue en studio. Merci beaucoup à vous Christophe Comte, merci Théo Ribeton. À la préparation de l'émission, c'était Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perret Legras et à la technique, aujourd'hui, Jean-Guilain Mège. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez bien sûr Olivia Gesbert et la Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée aux arts plastiques et au cinéma. Au programme, entre autres, le multi-oscarisé No Man's Land de Chloé Zhao et Picasso Rodin.